Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de partager l'expérience de Schema. Schema qui est une école française d'origine, mais aujourd'hui globale. Et je vais, comme je suis très nouveau dans cette école, j'y suis depuis à peine 5 mois, je vais bien évidemment essayer de capitaliser sur un certain nombre d'analyses qui ont été faites au sein de l'école ces dernières années. Donc on parle d'international, on parle beaucoup d'international, mais de quoi parle-t-on ? Alors c'est vrai qu'il est extrêmement difficile d'avoir des données structurées matérialisant l'international. Une étude avait été faite il y a 2 ans, je crois, par la Conférence des grandes écoles, sous l'impulsion de Pierre Tapie à l'époque, sur une tentative de quantification de ce que représentaient les étudiants dans l'enseignement supérieur à travers le monde. Et à l'époque, et ça correspond à peu près à ce que l'on voit aujourd'hui, à l'époque, on identifiait que environ 200 millions d'étudiants seraient dans l'enseignement supérieur dans le monde en 2015. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore des chiffres évidemment précis sur 2015, on a souvent 1 à 2 années de différence entre les chiffres et leur réalité, mais en tous les cas, on peut à peu près estimer à 200 millions. Si vous mettez ces 200 millions en parallèle à ce que vient de dire Olivier sur les étudiants en mobilité, qui ne sont que de 4 millions, vous voyez bien évidemment ici l'écart, le différentiel entre ceux qui sont en enseignement supérieur dans leur pays d'origine et ceux qui vont aller suivre un cursus dans d'autres pays. Évidemment, on a un autre enjeu qui est combien d'écoles, d'établissements essayent, je vais essayer de repasser le document. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair parce que les couleurs sont un peu passées, mais vous voyez ici le nombre d'institutions qui aujourd'hui offrent des cursus d'enseignement supérieur à travers le monde. Et là aussi, chose qui peut être assez atypique en tous les cas, qui ne correspond pas forcément à une vision claire que l'on peut avoir, le nombre de structures qui offrent des cursus d'enseignement supérieur dans le monde sont aujourd'hui pratiquement de 15 000 institutions. Ces 15 000 institutions sont, comme vous le voyez, réparties dans le monde. Et là aussi, la première zone géographique n'est pas la zone Amérique ou la zone Europe, mais la zone Asie. Et lorsqu'on va dans une analyse un peu plus qualitative, on s'aperçoit qu'un certain nombre de ces pays sont sur une structure publique assez classique, mais d'autres sont dans des structures très émergentes, basées sur des entrepreneurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Vous avez en Chine, vous avez en Turquie, vous avez dans d'autres pays dans le monde des entrepreneurs qui ont réussi dans d'autres industries et qui ont décidé de créer des fondations dotées de 100 millions de dollars, 150, 200 millions de dollars et qui ont créé des universités ou des business schools. Vous avez en Chine quelqu'un qui s'appelle Li Ka-shing qui a créé la Cheung Kong Business School. En Turquie, vous avez des familles, Koç, Sabancı, qui ont créé pas simplement une business school, mais des universités complètes avec une école d'ingénieurs, une école de design, et tout cela fonctionne sur des campus à l'américaine. Vous y allez, vous avez l'impression d'être dans les plus grandes universités. L'investissement a été massif, non seulement évidemment dans les bâtiments, mais aussi dans tout ce que l'on va voir, des éléments clés de l'internationalisation. Ça veut donc dire que la concurrence aujourd'hui est encore plus forte qu'elle ne l'était déjà hier. Troisième élément, cela concerne les évolutions aujourd'hui en matière de concurrence, j'allais dire presque d'évolution, de rupture par rapport à notre environnement. Donc je vais essayer de passer les slides normalement. Alors, là encore une fois, ce qu'a dit, et une des questions qui ont été posées tout à l'heure, ça ne va surprendre personne.
Lorsqu'on parle d'internationalisation, très souvent, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a un certain nombre de critères assez classiques. Aujourd'hui, l'internationalisation est en grande interrogation par rapport à un certain nombre, j'allais dire, d'acteurs nouveaux sur notre environnement, qui ne sont pas des acteurs institutionnels sur lesquels je vais ensuite réaliser un certain nombre d'éléments de partage avec vous. Mais en tous les cas, je pense qu'il est important d'avoir cela en tête par rapport à cet environnement. Ensuite, qu'est-ce que cela veut dire, internationalisation? Alors, quelques points qui sont évidemment en cohérence avec ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Premier point, cette notion de globalisation est une évidence pour nos écoles. Nous essayons de recruter des profs, des étudiants à l'international, nous essayons de développer des stratégies, et donc cette approche en matière de globalisation est une réalité dans nos écoles car elle répond évidemment à un besoin des entreprises en matière de recrutement, car vous le savez, la plupart de nos étudiants, dans leurs 45 années de carrière, vont changer tous les 2-3 ans d'emploi, de fonction, et vont aussi, pour beaucoup d'entre eux, changer de pays, voire de région géographique. Dans les écoles de management en France, pour revenir à ce modèle français, globalement, dans certaines écoles, 30 à 40% de nos jeunes diplômés vont trouver leur premier emploi hors de leur pays d'origine. Donc c'est une évolution extrêmement massive par rapport à ce que l'on pouvait connaître il y a quelques années encore. Cela a été dit par Olivier, c'est une réalité. Les classements ont un poids, j'allais dire, fantastique ou monstrueux, peu importe la formule que vous reprenez, mais en tous les cas, ont un point fantastique et nous l'expérimentons dans notre école. Le fait d'avoir un de nos programmes classés dans les 10 programmes parmi les meilleurs mondiaux dans ce classement du Financial Times, c'est notre programme en finance. Cela fait que ce programme a généré une attractivité extrêmement forte à travers le monde, parce que se dire que l'on va faire un master en finance en France, c'est pas une évidence, surtout lorsque vous êtes localisé en Amérique du Sud ou en Asie. Le fait d'avoir évidemment cette possibilité d'avoir une identification de la qualité via un classement, si d'aventure les classements identifient la qualité d'un programme, c'est un élément extrêmement important. Les accréditations, je ne vais pas revenir dessus, les 3 accréditations mondiales. C'est vrai que lorsque vous avez une marque extrêmement forte comme Harvard, même si Harvard est accrédité à CSB, je crois, mais vous n'avez pas besoin de multiplier les accréditations. Dans d'autres cas, c'est réellement un critère de qualité, et je reviendrai comment nous utilisons ce critère de qualité dans nos écoles. Et enfin, aujourd'hui, c'est une réalité. Et en étant à la Sorbonne, c'est ô combien d'éléments marquants de rappeler cela. La réforme de Bologne a été pour nous, pour nos écoles, un élément extrêmement structurant. Le fait d'avoir partout en Europe, c'est une évidence pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ça ne l'était pas en 98. Le fait d'avoir désormais 3 niveaux de cycle de formation, bachelor, master et doctorat, permet une fluidité des cursus. Un étudiant peut aujourd'hui faire une partie d'un cursus dans son pays, ensuite partir dans un autre, capitaliser des crédits et donc avoir une structuration de son programme qui n'était pas possible il y a 20 ans. Et 20 ans, c'est vrai, c'est très loin pour certains, ça l'est un peu moins pour d'autres. Donc aujourd'hui, l'international devient réellement un élément essentiel dans la stratégie des écoles pour se développer et pour, dans certains cas, tenter de devenir des leaders mondiaux. Alors, si on passe à l'étape d'après, qu'est-ce que cela veut dire être international? Alors, pour toutes nos écoles, ça veut dire plein de choses. Et globalement, ça veut dire tout ça. Et je vous rassure, je ne vais pas détailler tous ces éléments, mais ces éléments sont globalement une illustration, j'allais dire presque un certain nombre d'étapes. Aujourd'hui, toutes les écoles, quel que soit leur champ scientifique, sont dans cette démarche. Les écoles d'ingénieurs, vous le savez désormais, donnent la possibilité à leurs étudiants d'aller faire une partie, un semestre, une année à l'étranger, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a presque 5 ans pour certaines de ces écoles. On a de plus en plus d'étudiants que l'on recrute à travers le monde, donc cette internationalisation des salles de cours, des cohortes, le développement de partenariats, évidemment des programmes conjoints. Donc je ne vais pas aller sur tous ces éléments.
Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais malheureusement sans doute pour la langue française, l'internationalisation passe dans un certain nombre de cas par le développement de cursus intégralement en anglais. C'est une réalité, il faut en tous les cas le constater. L'internationalisation du corps professoral, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier. Concernant Schema, pour répondre à la question, nous sommes aujourd'hui à environ 40%. Par contre, on essaye de notre côté de ne pas être quelque part lié uniquement à des données statistiques. Parce que c'est vrai que, et c'est stigmatiser personne bien sûr, lorsque vous recrutez un professeur qui n'est jamais sorti de son pays, mais qui a pour cocher cette case d'internationalisation uniquement un passeport différent du pays dans lequel il est situé, est-ce que c'est réellement un prof international ? J'en suis pas tout à fait sûr. Ça peut avoir évidemment une dynamique dans la structuration de la pédagogie, mais là aussi, il faut que l'on voit réellement ce que cela veut dire international dans la salle de cours, et je vous donnerai quelques exemples de Schema tout à l'heure. Enfin, des éléments qui sont pour nous assez impactants. Qu'est-ce que ça veut dire international? Si on doit internationaliser réellement une école, on doit aller jusqu'à internationaliser tous ces éléments de structuration. Ça veut dire jusqu'au conseil d'administration de l'école. Et très honnêtement, nous sommes aujourd'hui à un niveau où on peut encore faire beaucoup de progrès en la matière. Nous devons réellement internationaliser la gestion de nos réseaux de diplômés. Nous devons faire encore un certain nombre de choses. Donc oui, en matière d'internationalisation, il y a sans doute un modèle français. Et un de ces modèles est, en tous les cas, utilisé par Schema. Donc, quelques éléments là-dessus. Alors, a priori, je suis allé un peu vite. Si on regarde cette structuration des différentes... Voilà. Ah non, vous voyez, il y a un transparent qui ne veut pas passer. Voilà, c'est celui-là. Donc, si on structure, là aussi, c'est un travail qui avait été fait il y a quelque temps au sein de l'école pour essayer d'expliquer notre dynamique stratégique. On a, là aussi, de façon très réductrice, 3 grands types d'étapes. La première étape, c'est on développe des partenariats avec un certain nombre d'institutions internationales. Donc, globalement, ça coûte pas grand-chose. Ce sont les différents partenaires. Souvent, on essaye, en fonction de ces différentes accréditations, de mettre en place des partenariats avec des écoles qui sont aussi accréditées pour avoir un niveau de qualité similaire en salle de cours lorsqu'on envoie nos étudiants. Et globalement, 95, allez, disons 100%, aujourd'hui des écoles de management françaises, mais aussi internationales, ont développé ce type de partenariat. L'étape suivante, un peu plus complexe, est liée au développement de programmes conjoints. C'est-à-dire que vous n'échangez pas simplement vos étudiants, mais vous structurez des programmes qui peuvent être des programmes multi-campus, multi-institutions, ce qui devient donc assez complexe, et vous pouvez développer des programmes, c'est le cas chez nous, avec des partenaires qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Asie, et donc permettre aux étudiants d'avoir vraiment cette possibilité d'interagir avec des écoles, avec des profs, et avoir accès à toutes ces ressources dans le cadre d'un seul et même programme. Et enfin, stratégie que nous avons mis en place à Schema, c'est la stratégie de développement de cursus, de campus à l'étranger. Et vous verrez de façon un peu plus détaillée ce que nous avons fait. Là aussi, plusieurs étapes, plusieurs solutions, possibilité de développer des franchises. Vous allez voir un entrepreneur local et vous franchisez votre marque, votre école. Certaines écoles françaises l'ont fait il y a une dizaine d'années et qui ont aujourd'hui presque pour certaines d'entre elles entre une demi-douzaine et une dizaine de campus à travers le monde. Et nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Et donc c'est une vraie démarche entrepreneuriale qui a été celle de l'école. Alors, Schema Business School, j'imagine tout le monde connaît désormais notre marque globale. Peut-être pour quelques éléments de référence, Schema est en fait une école qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant et qui a été la fusion des ESC Rennes et CERAM. CERAM qui est basé à Sophia Antipolis et ESC Rennes, ESC Lille, vous voyez.
c'est ESC Lille et CERAM. Donc, ces deux écoles avaient deux implantations à Paris et désormais n'en ont plus qu'une seule où on a aujourd'hui plus de 2000 étudiants à Paris. On a à peu près 2500 étudiants à Lille, 2500 étudiants à Sofia. Mais nous ne sommes pas, entre guillemets, contentés de fusionner notre école. On a réellement voulu lui donner une impulsion, un impact, un développement global. Et donc, en même temps que cette fusion se réalisait entre ces deux écoles pour créer donc Schema, nous avons d'abord créé un premier campus à Suzhou, un deuxième donc en Chine, à peu près 45 minutes, 1 heure de Shanghai, un campus à Raleigh en Caroline du Nord, et nous venons d'ouvrir il y a un peu moins d'1 mois un nouveau campus à Belo Horizonte. Et je vous donnerai quelques éléments de description de ces campus. Aujourd'hui, l'école, c'est un peu moins de 7000 étudiants. 7000 étudiants qui sont dans différents programmes, à la fois au niveau bachelor, au niveau master et au niveau PhD, DBA. Ce sont des étudiants qui sont donc répartis sur différents campus et qui ont la possibilité de suivre leur programme en fonction d'une individualisation de leur parcours sur ces différents campus. Nous avons parmi ces près de 7000 étudiants 35% d'étudiants internationaux. Ces étudiants internationaux font aussi le choix de suivre leur parcours soit en France, soit dans leur pays d'origine pour une partie, soit dans d'autres pays, sans forcément passer à terme sur un des campus français. Donc on est vraiment sur, aujourd'hui, le développement d'une école globale, avec un certain nombre d'éléments, notamment des partenariats sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Schema aujourd'hui, c'est un projet qui est, j'allais dire, qui repose sur cette notion de stratégie globale. Nous avons une conviction, c'est que la valeur ne doit pas être uniquement financière. Donc, comme elle ne doit pas être uniquement financière, a priori, il y a un petit décalage entre... Nous souhaitons que nos étudiants aient une vraie capacité à comprendre l'environnement global, mais nous souhaitons aussi que les étudiants puissent avoir une compréhension de leur environnement, j'allais dire, local, économique, social et sociétal. Donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes dit qu'avoir une stratégie globale était sans doute une première étape, mais nous devions aussi de mettre en œuvre une stratégie qui, si on devait prendre une illustration un peu, j'allais dire, synthétique, nous souhaitons développer une stratégie locale. C'est à la fois global, les étudiants ont la possibilité d'avoir une mixité en salle de cours avec des étudiants qui ont, j'allais dire, des origines très différentes, mais nous souhaitons aussi que dans chacun de nos campus, français ou internationaux, donc dans nos 6 campus, ils puissent avoir une réelle immersion dans l'écosystème local. Donc c'est ça pour nous qui est un des éléments extrêmement importants. Donc cette implantation multicampus permet à nos étudiants de réellement développer cette compréhension multiculturelle et un peu, comme on le voyait tout à l'heure dans l'étude, c'est vraiment comprendre le monde, mais comprendre le monde dans sa réalité, pas simplement dans des ouvrages. Et un autre élément extrêmement important pour nous, qui est directement associé à l'ADN de Schema, et c'est pour ça que nous avons choisi ces différentes villes d'implantation, c'est que Schema a pour projet stratégique d'être présente dans des technopoles ou dans des technoparcs à travers le monde. Vous le savez, Sofia Antipolis a été la première technopole il y a plus de 40 ans en Europe, et donc nous avons fait ces différents choix d'implantation en cohérence avec cette posture. Donc bien évidemment, ce n'est pas parce que nous avons 6 campus à travers le monde que nous n'avons pas de partenaires internationaux. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons donc, comme beaucoup d'écoles, des partenaires, plus de 50% aujourd'hui, très vite, nous allons monter à 60% de partenaires accrédités. Et au-delà de ces partenariats, nous avons donc décidé de nous implanter dans différentes villes du monde. Et donc,
comme vous le voyez ici, Suzhou, pourquoi Suzhou et pas Shanghai? Parce que Suzhou est dans une dynamique extrêmement forte de création d'entreprises, de nouvelles technologies, de développement d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, dans cette ville, nous sommes l'une des rares, je devrais même dire la seule école étrangère à avoir 2 incubateurs labellisés par le gouvernement central chinois et pilotés par notre école. Donc on est vraiment dans cette notion d'ADN à laquelle je faisais référence tout à l'heure. On souhaite réellement être dans des environnements extrêmement dynamiques en matière d'innovation et j'allais dire, d'incubation, d'entrepreneuriat, d'innovation. Raleigh, j'ai sans doute pas besoin de vous le dire, Raleigh, vous avez tous en tête que c'est à Raleigh que nous avons là aussi une technopole mondiale, le Research Triangle Park, et là aussi le fait de s'implanter à Raleigh, pas dans d'autres endroits, nous permet d'être en interaction avec les entreprises qui sont hébergées dans cette technopole mondiale. Et le Brésil, même chose, le fait d'être à Belo Horizonte nous permet de développer cette interaction avec des entreprises qui sont dans cet environnement. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, nous sommes implantés à Paris à la Défense, où nous avons près de 2000 étudiants. Nous avons les 2 sites historiques des 2 écoles, l'ESC Lille et le CERAM à Sophia Antipolis. Nous avons ces 3 implantations auxquelles je venais de faire référence à l'instant. Donc, Suzhou qui est à grande proximité de Shanghai, mais c'est pas pour nous l'élément essentiel. On est réellement là aussi en interaction, en partenariat avec ce pôle technologique et scientifique qui nous permet d'avoir des éléments extrêmement importants que l'on intègre dans nos programmes. Pour information, cette année nous aurons près de 1000 étudiants sur ce campus de Suzhou. Donc vous voyez là aussi cette dimension globale de l'école. Concernant ensuite Raleigh, j'imagine que ça va venir. Raleigh, au-delà d'être en très forte proximité avec le RTP, nous avons aussi fait le choix d'être hébergé sur le campus de North Carolina State University. Donc on a notre propre campus, on a un bâtiment à nous, mais ça nous permet, en tous les cas, ça permet à nos étudiants d'avoir accès à l'ensemble des ressources, mais aussi d'interagir avec les étudiants de cette université qui est l'une des 3 composantes du Research Triangle Park. Et enfin, le campus que l'on vient d'ouvrir à Belo Horizonte, qui est pour nous là aussi une dynamique de start-up. Nous allons avoir dans la première année uniquement 3 personnels permanents, alors que nous en avons 30 à Suzhou, et nous avons un peu moins d'une dizaine de personnes à Raleigh. Donc on est vraiment dans une volonté de créer et de développer ces différents campus les uns après les autres. Alors, comme je vous l'ai dit en synthèse, le modèle, si d'aventure il y a un modèle, en tous les cas la posture stratégique de l'école a été de dire, au-delà de la fusion, nous développons une structure, une stratégie multicampus dans des zones géographiques du monde à fort potentiel. Donc on est implanté historiquement en Europe, on a souhaité s'implanter en Asie, on s'est implanté en Amérique du Nord et on s'implante en Amérique du Sud. Cela nous permet de donner à nos étudiants un vrai contexte interculturel. À titre d'exemple, nous développons actuellement un projet de recherche obligatoire pour nos étudiants sur chacun de nos campus, et ce projet de recherche en fait sera appliqué directement, on pourrait presque traduire cela par un projet de conseil pour des entreprises locales dans chacun de nos campus. Et donc ça permettra à nos étudiants qui sont basés à Suzhou de réaliser une mission de quelques mois pour des entreprises locales, pour réellement avoir une immersion complète dans cet écosystème et pas simplement avoir des enseignements théoriques qui ont leur valeur ajoutée bien sûr, mais avoir cette alternance de théorie et de pratique et donc d'une vraie immersion. Et ceux qui le souhaiteront, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourront créer, ça a déjà été le cas pour quelques-uns d'entre eux, pourront créer leur entreprise et être incubés dans l'un de nos 2 incubateurs de Suzhou. Même chose si je prends l'exemple de Raleigh et à terme également avec Belo Horizonte.
C'est donc cette formation, ce contexte interculturel qui est très important pour nous. La gestion à distance, pour vous donner là aussi une illustration, le fait d'être implanté sur un campus ne déconnecte pas les étudiants des autres campus. Par exemple, nous réalisons une simulation stratégique, un jeu d'entreprise qui implique tous nos étudiants de tous nos campus pour un programme spécifique. Ça permet donc là aussi d'avoir une dimension qui dépasse simplement le cadre propre d'un campus donné. On a bien évidemment là aussi la possibilité de donner à nos étudiants qui vont faire des choix de parcours par semestre, la possibilité de rester 1 ou 2 semestres sur un campus ou d'alterner les différents campus, évidemment en fonction d'une structure pédagogique que nous leur donnons la possibilité de développer. Un élément essentiel aussi, c'est que nous avons fait le choix de structurer tous les éléments de ce qu'on peut qualifier la chaîne de valeur sur chacun de nos campus. Ça veut dire que dans chaque campus, nous avons évidemment des activités de recrutement d'étudiants. Nous avons des activités où nous réalisons des enseignements à la fois pour des étudiants que l'on recrute partout dans le monde, mais aussi des étudiants locaux avec une mixité en salle de cours, mais aussi les autres éléments essentiels de cette chaîne de valeur que sont les relations entreprises, la possibilité pour nous d'établir des relations entreprises aussi avancées dans ces zones géographiques que celles que nous avons déjà en Europe, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, avec de grandes multinationales, elles sont elles-mêmes organisées par grands centres géographiques, et lorsque vous voulez placer vos étudiants, leur donner la possibilité d'obtenir des stages ou des emplois dans ces zones géographiques, il vous faut développer des relations extrêmement approfondies avec ces entreprises, et aussi pour nous, développer des relations avec des entreprises avec lesquelles nous n'avons pas de relation aujourd'hui. Si vous voulez placer vos étudiants, si vous voulez que vos étudiants aient des possibilités d'emploi dans de grandes entreprises chinoises qui sont aujourd'hui en volonté de recruter des étudiants internationaux dans le cadre de leur développement à travers le monde, il vous faut avoir des relations de proximité avec ces étudiants, avec ces entreprises, dans les différents endroits du monde. Alors, quels sont les facteurs clés de succès d'une stratégie globale ou d'une stratégie locale, comme on pourrait l'identifier chez nous? Alors, il est clair qu'il nous faut un alignement extrêmement fort, et ça a été, encore une fois, moi qui arrive dans cette structure, un constat, c'est qu'il faut que les objectifs soient relativement clairs, précis, il faut que l'on ait un plan de développement par étapes. Nous ne sommes qu'une PME. Schema, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un peu moins de 7000 étudiants, mais c'est à peine 500 salariés, donc c'est une ETI dans la définition telle qu'on peut l'employer en France, mais c'est une ETI qui a vraiment un esprit start-up, et il faut que les ressources et les compétences soient développées sur chaque site, et ces compétences non seulement au niveau pédagogique, mais aussi dans une approche de l'ensemble des ressources sur place, des relations entreprises, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de l'accompagnement pédagogique. Il faut savoir clairement où on va, et avoir, j'allais dire, une grande flexibilité, et avoir, j'allais dire, une vraie capacité à s'adapter à l'environnement local. On découvre aujourd'hui la façon de faire des affaires au Brésil, qui n'est très concrètement pas du tout la même que celle que l'on peut développer en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Et donc, il nous faut là aussi comprendre l'ensemble des éléments, sachant qu'un des points essentiels pour nous est d'être en capacité de délivrer le diplôme national de chaque pays dans lequel nous sommes positionnés. Par exemple, aux États-Unis, nous délivrons un diplôme américain, ce qui est assez atypique, mais nous avons cette capacité. En Chine, nous sommes en phase assez avancée pour obtenir, on l'espère, la capacité à délivrer un diplôme chinois. En France, évidemment, nous avons cette possibilité, et ce sera une de nos prochaines étapes aussi au Brésil, et cela veut dire qu'il faut qu'on soit en cohérence avec l'ensemble des exigences de chacun des pays. Et là aussi, pour nous, c'est important, parce que lorsque vous recrutez un étudiant d'une zone géographique, le fait d'avoir un diplôme évidemment reconnu nationalement via l'ensemble des accréditations, c'est un élément aussi important pour ces étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure, cet ancrage local des étudiants est extrêmement important.
Les investissements, là aussi, sont assez importants. Si on faisait le cumul de l'ensemble des investissements de l'école sur les 6 premières années de développement de ces différents campus, c'est quelque chose d'assez important. Les éléments réglementaires, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure. Le droit du travail en Chine est assez différent du droit du travail aux États-Unis ou en France. Donc là aussi, il nous faut des compétences, voire même les structures qui nous permettent d'héberger nos différents campus sont très différentes d'un campus à l'autre, d'un pays à l'autre. Et enfin, évidemment, la volonté pour nous de développer une vraie localisation de nos différents campus. Alors tout cela, c'est un peu le retour d'expérience. Quelles sont aujourd'hui nos réflexions au-delà de ce que l'on a fait sur nos campus en matière d'internationalisation? On a aujourd'hui une grande réflexion qui sont liées à un certain nombre d'évolutions que vous connaissez, que nous connaissons, qui sont liées à l'individualisation du parcours. Pour nous, c'est un enjeu, c'est déjà une possibilité que l'on offre à nos étudiants pour l'instant par semestre sur nos différents campus. Un des points que l'on identifie demain, c'est donner cette possibilité d'individualisation du parcours physiquement sur chacun des campus, mais aussi une possibilité d'apprendre sans être forcément localisé sur un de nos campus. Donc comment fait-on? Est-ce que c'est du blended learning? Est-ce que ce sont d'autres éléments qui vont nous permettre de vraiment développer cette individualisation? Et vous l'avez compris, quand nous avons 7000 étudiants, parler d'individualisation des parcours pour 7000 étudiants, en plus sur 6 campus, et sans doute une forme d'apprentissage par d'autres moyens, ce sera quelque chose d'assez important. Le lien direct avec le second point, qui est cette approche basée sur les compétences, là aussi c'est une évidence, nos étudiants n'apprennent pas seulement en salle de cours. Comment fait-on pour capitaliser sur les compétences développées dans le cadre d'associations étudiantes, dans le cadre de stages, dans le cadre de tout autre type d'expérience que l'on va intégrer? Et quand je dis intégrer, ça veut aussi dire, dans une approche d'une école comme la nôtre, créditer. Comment fait-on pour intégrer cela avec une vraie démarche d'apprentissage? Donc là aussi, sans doute, des partenariats seront à mettre en place avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs similaires aux nôtres, et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. L'un des défis, évidemment, c'est que nous sommes dans nos établissements des collecteurs de données assez massives. Qu'en faisons-nous? Aujourd'hui, sans doute quelque chose, mais pas suffisamment. Donc on se pose là aussi la vraie question de comment peut-on exploiter l'ensemble de ces données liées au point précédent. Aussi le développement ce que l'on donc d'open education resources. Comment fait-on pour intégrer dans l'enseignement des ressources qui sont disponibles? Comment fait-on pour accompagner nos profs qui sont formés par la recherche, pour la recherche, et sur lesquels on a fondamentalement investi, et comment fait-on pour les accompagner dans des approches pédagogiques innovantes, différenciantes, sachant que là aussi l'enjeu de la pédagogie est essentiel. Pour votre information, une école comme Schema, 90% de son budget repose sur les frais de scolarité. Donc là aussi, l'impact en salle de cours est essentiel et il faut que là aussi on prenne cela très sérieusement en jeu. D'autres éléments que l'on peut, sur lesquels on s'interroge, c'est, on parle beaucoup de MOOC ou d'approche distancielle. Là aussi, on a parfois l'impression de réinventer un peu l'eau chaude. Quand on voit ce que faisait la BBC dans l'enseignement à distance à un autre siècle. Donc l'enseignement à distance a toujours existé. Comment fait-on pour créditer cela? Vous l'avez vu, une structure comme ISU a signé un partenariat pour délivrer via des MOOC son MBA. En même temps, c'est pas tout à fait cela parce que il y a aussi, pour obtenir le certificat, il y a un versement de $20 000. Mais en tous les cas, c'est une vraie réflexion là aussi pour nous. Comment fait-on pour développer des programmes en se reposant pas simplement sur l'offre de cours que nous développons? Notre élément de différenciation fort, ce sont nos accréditations, c'est notre capacité à délivrer des diplômes reconnus nationalement. C'est sans doute là aussi la prochaine barrière qui potentiellement peut tomber. Olivier le disait tout à l'heure, mais si vous regardez ce qu'a fait l'Université de Phoenix
aux États-Unis. C'est une structure qui existe depuis quelques dizaines d'années et qui a des dizaines de milliers d'étudiants dans ses MBA aujourd'hui. Ces étudiants ont eu un certain nombre d'évolutions de carrière assez intéressantes. Donc voilà quelques éléments, et bien sûr, comme vous l'avez compris, aujourd'hui pour nous, la réflexion est de voir la façon dont on peut développer des partenariats avec des entreprises qui sont dans la tech, cette notion aussi. La prochaine, je pense, étape de notre modèle français des écoles sera sans doute dans des développements beaucoup plus partenariaux que dans des développements endogènes tels qu'on a pu les connaître aujourd'hui. Donc voilà pour quelques éléments de présentation. Sans doute, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, le contenu dans la stratégie internationale, j'imagine, ça doit être le contenu des cours. Je vais vous donner un exemple de notre approche. Nous nous sommes posé la question, lorsque nous développions un programme multicampus, comment devions-nous l'adapter ? Eh bien, la solution était la suivante, a été de dire nous avons un cursus, j'allais dire, générique. Je vais prendre un exemple. On a un programme en management international. C'est un programme en anglais qui s'appelle International Business. Nous avons un cursus générique qui est ensuite adapté sur chacun de nos campus. Ce programme est réalisé en Chine, en France, aux États-Unis et dès l'année prochaine au Brésil. Et si vous prenez un des cours de ce cursus qui est Business Law, eh bien, évidemment, nous avons localisé le contenu de ce module dans chacun de nos campus. Ensuite, pour l'approche pédagogique, nous essayons aujourd'hui d'expérimenter un grand nombre d'approches différentes en fonction du cours et du prof, je devrais dire. Donc, on a des approches qui sont basées sur le projet, de type Action Learning, une partie de l'enseignement en salle de cours, une partie d'enseignement hors de la salle de cours. Nous avons des profs qui développent avec un certain nombre de technologies que certains d'entre vous pouvaient connaître, où on va impliquer les étudiants dans la salle de cours par, comme on l'a vu tout à l'heure, des sondages immédiats, capitalisation du sondage, où on démontre cela. Donc on essaye d'innover. On a la chance dans l'école d'avoir depuis un peu plus de 2 ans un laboratoire d'innovation pédagogique que l'on appelle le K-Center, avec K pour Knowledge. Et donc ce laboratoire d'innovation pédagogique essaye de permettre à nos profs sur nos différents campus d'avoir ces innovations pédagogiques. Et bien sûr, un des éléments forts, comme vous l'avez compris, sur nos 166 profs, la plupart d'entre eux sont des enseignants-chercheurs. Et l'objectif, bien évidemment, est que l'ensemble des connaissances nouvelles développées dans leur recherche soient associées à leur enseignement. Et donc pour nous, l'objectif ici aussi est qu'on n'ait pas des répétiteurs en salle de cours, mais qu'on ait réellement des enseignants-chercheurs. Alors ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu et nous, on a quelques réponses. La première, les réponses sont à la fois en salle de cours et hors salle de cours. Et presque, pour les étudiants internationaux, l'accueil à l'aéroport, dans certains cas, est le premier élément d'intégration de ces étudiants. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est dans tous les éléments d'avoir une mixité entre publics locaux et publics internationaux. Par exemple, lorsque on met en place des projets de recherche, des missions de conseil, on essaye de développer une mixité des groupes, et donc on détermine nous-mêmes les groupes, et on change les groupes d'un semestre à l'autre ou d'un cours à l'autre. On essaye, mais ils ont leur indépendance, de pousser de plus en plus nos étudiants au sein de leurs associations étudiantes, d'y intégrer, d'y associer les étudiants internationaux. On essaye bien évidemment d'avoir des semaines, parfois plus d'intégration sur nos différents campus pour que les étudiants puissent découvrir l'environnement dans lequel ils sont. Et on essaye aussi d'avoir cette différenciation entre étudiants, j'allais dire, français et internationaux.
Et je pense que le terme locaux pour nous est extrêmement illustratif. C'est-à-dire que les étudiants qui ont passé une année en France et qui vont aller sur un campus de Raleigh, de Suzhou ou de Belo Horizonte sont des étudiants internationaux dans cet environnement-là. Donc il nous faut aussi les préparer au départ et mettre en place tout un système d'acculturation dans l'environnement nouveau dans lequel ils vont être. Et d'ailleurs, un de nos éléments de réponse a été de rendre obligatoire l'apprentissage de la langue du campus sur lequel nos étudiants sont. Donc ça veut dire que il y a des cours de mandarin en Chine et de portugais au Brésil. Bien évidemment, les étudiants ne vont pas devenir bilingues en quelques mois, mais en tous les cas, on leur donne des moyens de pouvoir s'exprimer au moins quotidiennement dans cet environnement-là. Et le fait qu'il y ait une mixité des groupes dans la salle de cours permet aussi une meilleure intégration. C'est extrêmement simple. Chaque élément, j'allais dire, on en a même beaucoup plus. En termes juridiques, il était évident que dans notre cas, nous avons choisi une structure assez agile qui a déjà évolué depuis le début de l'intégration. Donc on a une structure qu'on appelle une WOFI, qui de mémoire devait être initialement basée à Hong Kong, qui maintenant est basée sur le territoire chinois et qui nous permet de réaliser de l'enseignement sans être autorisé à délivrer des diplômes. Ça veut donc dire que la structure juridique va encore évoluer parce qu'on espère évidemment avoir la possibilité, comme je disais tout à l'heure, comme c'est le cas aux États-Unis et en France, de délivrer des diplômes chinois à des étudiants chinois, mais aussi à des étudiants internationaux en Chine. Donc ça, c'est notre choix. D'autres écoles, anglaises par exemple ou américaines, ont choisi des partenariats avec des structures juridiques communes avec une université chinoise. C'est le cas de Duke, c'est le cas de New York University, c'est le cas de Nottingham, où la structure chinoise est majoritaire dans le tour de table qui a été réalisé. Donc nous, on a une structure en propre parce qu'on fait l'hypothèse, encore une fois, que sur le long terme, le fait d'avoir notre propre structure, notre propre marque, nous permettra de nous développer sur la Chine, mais aussi d'accélérer le fait que le campus Suzhou est en fait un hub Asie. C'est à partir de ce campus que nous développons aujourd'hui nos relations avec d'autres structures chinoises, mais aussi avec d'autres structures en Asie. Et le fait d'avoir ce hub en Asie, en Chine, ce hub en Amérique du Nord, ce hub en Amérique du Sud et notre implantation Europe nous permet de couvrir un certain nombre de zones et on réfléchit évidemment, comme vous l'avez vu peut-être rapidement tout à l'heure, à d'autres zones de développement en Afrique, en Europe de l'Est ou pourquoi pas en Océanie, mais ce sera vraiment plus loin. Donc oui, l'élément juridique a été un élément très important et ce qui fait aujourd'hui qu'on ne l'a pas encore complètement réglé parce qu'on n'est pas en capacité, encore une fois comme c'est le cas dans d'autres pays, de délivrer nos différents diplôme. Culturel. Alors là, ça a été à la fois le plus simple et le plus compliqué. Comme vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, je le dis rapidement. Si je prends l'exemple de Suzhou, parce que la question concerne la Chine, à Suzhou, nous avons une trentaine de personnes à temps plein. C'est donc une structure assez conséquente. Et dans cette trentaine de personnes à temps plein, presque un tiers de ces personnes, donc sur les 32 ne sont pas chinois. Sur les 28 autres, les 2 tiers ont été formés en France. Ce sont donc des diplômés d'écoles françaises, je peux les citer, hein, notamment l'ESCP pour l'une d'entre elles. Elle a été recrutée dans le cadre des concours internationaux de nos écoles. Elle a fait sa formation en Chine et ensuite elle a voulu repartir et elle est avec nous maintenant depuis la création du campus. Donc ça a été là aussi des éléments d'acculturation extrêmement importants. Le fait aussi qu'on soit accompagné par un certain nombre de personnes qui connaissaient extrêmement bien la Chine nous a permis d'avancer et encore une fois là aussi on a fait des erreurs et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas encore réglé tous les problèmes mais le fait qu'on soit implanté dans un écosystème dans lequel on est extrêmement contributif, imaginez 1000 étudiants internationaux parce que là aussi plus de 30% d'entre eux ne sont pas français et
que ces 1000 étudiants internationaux interagissent avec des étudiants qui sont chinois a aussi pour nous une possibilité de générer un impact très fort, et cette acculturation est aussi réglée de cette façon-là. Et je pense que légal juridique, c'est à peu près la même approche. Merci beaucoup.